Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, j'espère que ça va après cette semaine mouvementée. Ah bon? Ouais, ça va très bien, ça va magnifiquement bien. Parce que parce qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de travail et du coup on n'a pas le temps de réfléchir ou de penser. Il faut enchaîner, il faut bosser, il faut voilà, on avance. Eh bien voilà, ça, la machine ne s'arrête pas, mais on va parler du sujet qui est sur toutes les lèvres. Je crois que j'ai jamais reçu autant de messages avant un épisode, et Dieu sait qu'on a traversé des épisodes, hein. Là, les gens sont au taquet. Donc déjà, Fernand, première question. Je te l'ai même posé en off. C'est ce fameux tweet que tu as mis sous le média Belt News, un média assez, on va dire, qui était sous les radars, où tu as dit que on savait pas encore pour combien de temps tu allais être parmi nous. Est-ce que c'est vrai que t'as peur pour ta vie? Parce qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui s'inquiètent quand même. Non, 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 faut pas du tout s'inquiéter. J'ai reçu une tonne de messages de personnes se prévalant qui se nommant de la majorité silencieuse. Cette fameuse majorité silencieuse devient super balèze. Et je te jure, c'est incroyable. Des propositions d'avocats, des propositions enfin, de tous les corps de métiers qui concernent un peu les deals de contrats et tout ça, et c'est marrant. Mais non, il y a rien de. Effectivement, j'ai eu des menaces de la part de Ali, mais je pense que ce sont plus. Je ne pense pas que ma vie soit immédiatement en danger. Immédiatement en danger, oui. Oui, mais voilà, il faut rester prudent. Je pense plutôt que c'est cybernétiquement que je suis en danger parce que ces gens-là ont des sites internet ou des comptes ou des comptes Twitter, Instagram qui sont dormants et qui se réveillent pour pouvoir placer des faux messages et salir un peu l'image de ceux qui sont à l'opposition. Donc, notamment ce nouveau truc qui vient de sortir, ce média qui, après avoir fouillé, on se rend compte qu'ils ont un taux d'engagement de 0,081% et que en gros, le dernier post date de mars et que le post après ça, c'est le mien, pour annoncer qu'il y aurait peut-être des révélations sur moi. Et ça vient s'accumuler à cette masse d'informations qui arrivent souvent et on vous dit, attention, on a un scoop. Fernand Lopez a mis un enfant dans un micro-ondes il y a 12 ans. Donc, on va vous sortir l'info bientôt. Vous attendez à 14 heures, vous aurez l'info où Fernand Lopez met un enfant dans un micro-ondes. Et il tourne le bouton et voilà. Et puis au final, vous attendez, il n'y a rien. On vous a annoncé, attention, en septembre, on va vous donner une info croustillante. Tout va exploser. Septembre, c'est fini. Fernand Lopez, ça s'arrête. Il n'y a plus, sa vie n'existe plus. C'est fini. On l'a terminé. Il est enterré. Et puis en fait, en septembre, vous avez un très bel événement à RES 8. Magnifique, une réussite. Et vous avez un 3-0 pour le MMA Factory et le Management Factory et puis tout va bien. Et c'est toujours comme ça. Pas parce que je suis au-dessus de la loi, simplement parce que effectivement, peut-être Fernand avait mis un enfant au micro-ondes. Enfin, bah, bon, c'est une blague, hein, je rigole avec ça, mais pas trop insister sur ça parce que ça peut aller très mal et tout. C'était juste pour caricaturer et dire combien de fois on va loin. Peut-être qu'à l'époque, Fernand avait fait quelque chose de pas correct, c'est possible. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais ça, c'est l'indicateur que vous avez des personnes qui sont en présence d'un individu qui ne réussit pas à salir. Parce qu'en réalité, quand on veut salir quelqu'un, on le salit dans le présent. Et à chaque fois qu'on parle du présent, je ne suis plus là. Dès qu'on parle du présent, c'est très compliqué pour les gens. Et puis, il y a ces personnes-là qui vont essayer de trouver où il y a une poubelle et se dire, ah, peut-être qu'il avait jeté un chewing-gum dans une poubelle, il y a moyen de retrouver ça et on pourra lui coller ça sur le dos, histoire de dire que s'il est un bon entraîneur, c'est pas tout.
s'il est un bon promoteur, c'est pas tout, s'il est machin, mais il n'a pas les valeurs civiques et il ne traverse pas bien la route quand le feu est vert. Donc, du coup, on va lui montrer quelque chose. Et bon, voilà. Donc, grosso modo, il y a ces sites-là qui existent, qui vont de temps en temps sortir un vieux truc et puis on va essayer de remixer pour dire ce qu'il a fait, mais vous aurez difficilement quelqu'un qui va vous donner une info présente qui tient la route. Dès qu'on essaie de donner une info présente négative sur moi ou mes collègues ou mon écosystème, on se rend compte très rapidement que c'était du fake et qu'il n'y a rien de sérieux. Et voilà. Et bah, mine de rien, l'affaire, on va dire, Ali Abdelaziz Fernand Lopez, c'est la première qui va en dehors des frontières de la France. Mais toi, comment t'expliques que ce soit en France ou à l'étranger, là, tu cristallises finalement autant de haters, entre guillemets, tu vois? Euh, je pense que déjà, je ne cristallise pas des haters parce que, encore une fois de plus, c'est toujours, si on fait la comparaison, c'est très compliqué, hein. C'est compliqué je vous invite à aller sur des vidéos de Slim sur YouTube, à aller comptabiliser les haters et puis ceux qui sont pour ou contre, vous allez rigoler, hein. C'est un sketch. Si vous allez sur les vidéos de RMC, vous allez voir que la majorité silencieuse n'est pas si idiote que ça. Elle capte rapidement quand on est en train de vouloir manipuler l'opinion publique et quand il y a quelque chose qui est incohérent. De manière constante, je suis dans la transparence et je dis en général ce qu'il y a. Bon, certains veulent considérer que c'est pas ça la transparence et ils t'informent de ce qui est la transparence. Mais en tout cas, non, je pense simplement que on a tous un métier et que mon métier est exposé et que forcément, si tu veux pousser la machine, tu vas y arriver, quoi. Si plus tu pousses, plus tu vas y arriver. Ceux qui ont un peu, je pense que toi, tu es un peu jeune, mais ceux qui ont un peu l'âge vont se rappeler qu'il y a encore quelques temps en France, on parlait de Bertrand Amoussou, par exemple, c'était l'axe du mal en personne, quoi. Aujourd'hui, le même Bertrand Amoussou, il n'a pas changé. Il n'est juste plus sur les postes en question. Comme par hasard, personne ne lui en veut. C'est le sang. Personne n'en parle plus. On ne dit plus rien. Il ne gêne plus personne. Donc, je pense que ce dont on parle des haters, c'est juste savoir si tu es encore chaud ou pas. Moi, pour le moment, je prends encore du plaisir. Le jour où je suis plus chaud, le jour où je suis plus chaud et que je n'ai pas envie d'avoir des haters, j'ai juste à appuyer le bouton qui est off. Je ne suis plus président d'ARES, off. Je ne suis plus euh, président ou enfin comment dire directeur sportif au MMA Factory, off. Je ne suis plus gérant de Management Factory, off. Je ne suis plus gérant de FMC. En 2 secondes, je disparais et vous allez voir que personne ne va plus m'attaquer. Là, à ce moment, je pourrais aller faire la chasse et puis tuer une espèce en voie de disparition. Personne ne dira rien. Il n'y aura pas de problème. C'est juste une affaire de, au moment où tu es là, De statut à l'instant T, ouais. voilà, et c'est important, ça, c'est, là, j'en parle comme si je faisais je rigolais, mais plus sérieusement, on parlait de Fat Management College FMC, le contenu de formation qu'on fait sur le management, on a ce thème-là qu'on aborde, le thème de la prise de conscience du métier qu'on a. Je disais ça sur RMC en disant, il y a des personnes qui ont des métiers comme instituteurs. Quand tu es instituteur dans ton métier, tu te prends la tête avec le prof de sport parce que toi, tu es prof de géographie. Tu te prends la tête avec la directrice qui ne te comprend pas parce qu'elle est trop dure. Il y a des petites prises de tête avec des élèves de ton école parce qu'il y a une éducation que tu n'apprécies pas. Mais au final, c'est pas public, ça. C'est des personnes qui ont un métier privé. Et donc, ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est ne vous découragez pas parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire, oui, mais regarde, chaque fois Fernand est dans un problème, il est dans la sauce, il est dans un truc, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais non, non, ne vous découragez pas, gardez le sang-froid, gardez la ligne rouge, rappelez-vous que votre métier, il est un métier d'exposition et que le métier n'est pas la vraie vie. Quand je rentre chez moi et que je me retrouve
face à ma petite famille, ça se passe bien, je suis content, tout le monde est bien, c'est ma petite caverne et je me sens bien. À l'extérieur de ça, il y a tout ce qu'il y a comme toutes tout ça qui se cristallise, il y a des problèmes qui existent dans tous les métiers, mais sauf que le mien est exposé. Forcément, tu t'appelles Cavana, tu es le coach de Connor, tu fais un coaching, et tu l'as bien fait, tu l'as mal fait, tu as fait ceci. Il y a encore 2 semaines, on parlait de Trevor Whitman comme étant le meilleur coach de la planète. Et aujourd'hui, il a perdu 2, 3 combats, tout le monde le descend. Donc, c'est l'exposition. Donc, encore une fois de plus, je ne me sens pas euh, débordant des haters. Je sais que j'ai beaucoup de haters, mais j'ai aussi beaucoup d'amis et de personnes qui me soutiennent et ça me suffit. Donc ça. Et il y a quelques semaines, t'expliquais que Akparas t'était venu s'entraîner au MMA Factory, que t'avais eu des contacts avec Ali concernant la venue avortée finalement de Marvin Vettori parce que Nassourdine évolue dans la même catégorie. Est-ce que là, ce qui se passe, le clash qu'il y a eu entre vous deux, est-ce que pour toi c'est quelque chose, peut-être les gens ont pas l'habitude, tu vois, de assez courant finalement chez les managers, et est-ce que ça, c'est pas forcément, ça met pas un terme à votre relation professionnelle là, ce qui s'est passé? Ou alors pour toi, là, c'est quelque chose de définitif? On est encore très, on est encore un peu au début du conflit avec Ali. On verra ce que ça va donner. Pour le moment, il n'y a pas encore de non-retour. On le voit que ça avance pas mal sur les négociations et tout. Il n'y a pas de non-retour pour le moment. Euh, j'ai eu Abou Azaïta qui m'a appelé pour me demander si Otman Azaïta pouvait venir s'entraîner au MMA Factory. Abou, il a l'intention de venir s'entraîner. Et il a même un projet au Maroc où il voulait m'inviter. Et il a mentionné ce problème en disant, j'ai vu que tu étais un peu en palabre avec le frère Ali. Mais tu me connais, je sais faire la part des choses, c'est pour ça que je t'appelle et qu'on parle et tout. Voilà, donc je pense que là, j'ai reçu un texto d'Ali il y a à peu près 1 heure et où il me disait, frère, est-ce que tu peux quand même m'envoyer tel document pour que je puisse vérifier telle chose? Donc, on n'est pas encore à couteau tiré. On n'est pas encore en mode il y a quelqu'un qui va mourir dans les prochaines heures. Tu vois, donc, je pense qu'il a même envisagé ça en disant qu'il aimerait que les situations se tassent parce qu'il a pas mal de personnes qui l'auraient placé. Il aimerait placer sur arrest. Donc voilà, il n'y a encore rien de non réparable, mais ça peut salement, très rapidement, s'aggraver dans les prochaines jours, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'irréversible dans le sujet qui nous oppose. Parce qu'au fond, parce que c'est vrai, oui, petit récap de la situation, parce que ça, on fait comme si tout le monde était au courant, mais peut-être pas. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Slim Travelsi, nouveau champion heavyweight poids lourd d'Ares Fighting Championship, était un combattant du MMA Factory. Il était parti, il est ensuite revenu MMA Management Factory, il a signé son contrat, il a fait 2 combats à Ares, il a pris la ceinture, et dans le même temps, il avait signé un contrat après avoir signé au Management Factory avec Dominance MMA, et ensuite il a signé avec Dominance MMA à l'UFC. Et donc c'est là tout l'objet aujourd'hui du conflit qu'oppose Dominance MMA Management Factory, qui te représente toi, et Slim qui se retrouve au milieu mais qui est pas, qui a quand même signé les 2 contrats. Oui. Excuse-moi de te couper, je suis même pas sûr qu'il ait signé les 2 contrats. D'accord. Lorsque le journaliste Herbinet, Alexandre Herbinet, ouais, de AMC. Alexandre Herbinet lui pose la question, est-ce que tu as signé un contrat avec Ali Abdelaziz? Il dit oui. Mhm. Il demande quand. Il dit, je ne sais plus, je vais fouiller, je te dirai. Il insiste, il lui dit à peu près quand. Il dit peut-être entre le combat de Luis et le combat de... En tout cas, je reviens, dès que je retrouve le contrat, je t'en parle. La réalité, c'est que ce qui a motivé l'UFC euh, à retirer Slim. Slim du roster, c'est simplement la discussion sur le contrat avec
le mec qui l'a embauché, Mick. Mick a dit, Donc Mick Ménard, matchmaker de l'UFC. voilà, Mick m'a demandé, Fernand, donne-moi ton contrat. Je lui ai demandé de demander le contrat à Ali. Il n'a pas pu avoir le contrat de Slim signé avec Ali. Je lui ai fourni mon contrat en bonne et due forme, toutes les pages. Et il m'a dit, OK, c'est bon. C'est tout ce dont j'avais besoin. Mais question bête, est-ce que Slim aurait pu signer... Enfin, tu sais, est-ce que tu aurais pu hijacker un petit peu la signature en faisant signer Slim à l'UFC sous Management Factory? Mais c'était déjà fait. Il vous D'accord. raconte des histoires. Slim était signé à l'UFC, littéralement. C'est-à-dire que quand Mick arrive à Paris, Slim, je le considère comme signé. Je ne parle pas de signature avant d'avoir eu le contrat. Quand mon texto à Mick Ménard, quand je vois la publication de Brad Okamoto qui dit que Slim a signé à l'UFC, mon texto n'est pas qu'est-ce qui se passe? Mon texto est je n'ai pas reçu le contrat. Je savais que le contrat va être édité. Et c'est à ce moment-là que tu te dis qu'il y a quelque chose de bizarre. Voilà, j'ai dit, je vois que Brett Okamoto a déjà l'information. Je demande, est-ce qu'il y a une erreur? J'ai checké mes spams, je ne vois pas de contrat. Et là, il me dit, parle à Slim. Donc, dans le forcing d'Ali, il y a une méthode, c'est de demander à l'athlète d'écrire directement à l'UFC. Ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps avec un combattant poids lourd français qui s'appelait Shaban K. Shaban K, je l'appelle en lui disant rapidement, j'ai un combat, une place qui se libère en Suède chez les poids lourds, j'ai une place pour toi. Il me dit, c'est combien le combat? Je lui dis, on ne négocie pas avec l'UFC. Si le projet t'intéresse, tu rentres. Il me dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était 10 000, mais est-ce que tu peux m'obtenir 15 000 plus 15 000? Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Quelques minutes après, il me dit, OK, c'est bon. J'écris et le matchmaker me dit, il y a quelqu'un d'autre qui a donné l'information, qui a donné les infos et qui a donné le nom de Shaban pour le signer à l'UFC. Je lui dis, Shaban, apparemment, tu es un autre manager. Il me dit, j'ai fait une erreur et tout. Me dit que je suis ton manager. Je lui ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu donnes, tu écrives un email de ton compte à toi avec ton email et ton nom et que le matchmaker puisse voir que tu me valides comme étant ton manager. Puisque, et puisqu'il a plusieurs managers et que ça lui pose un problème. Et donc, à partir de ce moment, Shaban écrit, mais il se trouve qu'au moment où le matchmaker reçoit, c'est trop tard. Il a purement et simplement annulé le combat parce qu'il n'avait pas de remplaçant. Ce sont des méthodes qui arrivent, en fait. Donc, Ali demande à Slim d'écrire directement à Mick. Mick me dit, j'ai reçu le message de Slim. Je dis, OK, moi, je t'envoie le contrat. Et dans la foulée, je demande à mes avocats de saisir un courrier pour une mise en demeure parce que et il me dit, OK, fais-moi voir le contrat. J'envoie le contrat. Il fait voir le contrat à Ali. Et c'est là où Ali m'écrit en me disant, frère, je ne savais pas que tu étais sous contrat. Ils ne m'ont pas dit la vérité. Je pensais qu'ils n'étaient pas sous contrat. Donc, ce contrat avec Ali, je ne l'ai jamais vu. Mick Ménard ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu ce contrat. Ça explique peut-être la raison pour laquelle Slim ne se rappelait plus clairement de la date à laquelle il a signé. Aïe aïe aïe. Et là, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites? Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux des sommes circuler, il y avait comme quoi tu demandais 90 000 euros. Est-ce que c'est cette somme-là que tu voudrais? Et pourquoi tu voudrais cette somme-là? Est-ce que c'est cette somme-là que je voudrais? Je... C'est une somme qui a été avancée parce que si on considère qu'un manager reçoit 10% de ce que son athlète gagne, on peut considérer que 90 000, c'est les 10% de quel montant? 900 000. C'est parce que tu vois
Slim, on va dire, aller au titre? Enfin, parce que c'est l'équivalent d'un combat, enfin d'un gros combat en tout cas. Non, je Non. pense qu'en une année, en termes de sponsors et de primes reçues à l'UFC, je pense que le contrat dure 3 ans. Et je pense que ça revient à l'équivalent à peu près de quelqu'un qui aurait fait des revenus d'environ 900. Et donc voilà, c'est juste 10% de cette période, de cette périodisation de 3 ans de management. Et dans cette situation-là, dans la situation dans laquelle t'es, parce qu'il y a le cas Slim, et puis on pourrait, enfin pour beaucoup d'autres managers, hein, il pourrait y avoir, on va dire, des situations similaires au-delà du conflit qu'il y a actuellement. Mais est-ce que justement, toi là, on va dire, quand toi tu manages des athlètes, ce moment-là où ils vont pour signer à l'UFC, c'est le moment où ça devient intéressant pour toi en tant que manager? Bah oui, essentiellement, comme je vous dis encore, il faut retenir quelque chose de simple. Ça fait 4 ans que je connais Slim. Tout ce qui a été comme échange d'argent ou matériel a été à sens unique. Il n'y a pas un moment de ma vie où j'ai eu un café payé par Slim. Enfin, il n'y a pas un moment de ma vie durant les 4 ans où j'ai eu un retour de quelque chose. Imaginons, le gars allait se balader, il a trouvé un pot de miel, il m'a donné un pot de miel. Enfin, il n'y a pas, c'était one way. C'est que l'argent, que ce soit euh, pour du dépannage simple, comme ça, que ce soit parce qu'il avait besoin du matériel, que ce soit pour le médical, que ce soit pour... C'était une seule direction. Donc, en gros, tu signes un contrat avec un mec et tu n'as pas, tu dépenses pour la plupart du temps. Et putain, il a combattu quand même. Et quand tu combats, tu reçois un peu d'argent. Mais non, je n'ai pas eu à aucun moment. J'ai des mecs, Pépi, l'Argentin ou bien, je sais pas moi, euh, ces gens, tous ces jeunes-là ou Cyril ou n'importe qui. Enfin, tu n'as même pas le temps de terminer. Vous arrivez, l'UFC fait le virement et dans la foulée, tu reçois ton argent. Tu ne lui poses même pas la question. Les gars, ils viennent vers toi, même des gens que je ne connais pas. Que je manage des gars dont je ne connais pas encore le fonctionnement. Je viens de prendre un management William Gomis, je ne savais même pas. Je sais que quand le combat se termine, l'UFC appuie sur un bouton, il y a un virement qui est fait automatiquement et la fiche de paie tombe dans mon compte. Donc, je sais ce qui va toucher. Et donc, je devine juste que sur le comptable me dit sur le management factory, il y a tel pourcentage qui est tombé, ça doit correspondre au salaire de William. Mais il ne m'a même pas demandé, coach, je vous dois combien? Automatique. Bah, comment il s'appelle Slim Chabessi? Non. Il a combattu pour 3 000 euros. Ensuite, il a combattu pour 8 000 euros. Il vient de recevoir son virement de 8 000 euros moins la licence de 160 euros qu'il dit ne pas comprendre. C'est Parce que qu'il avait tout, dit 4000 comme il avançait 4000 comme somme pour le combat pour le titre. non, je vais vous envoyer l'extrait du contrat. Je peux faire comme à l'UFC, vous donner les tarifs, vous allez être choqués. En poids lourd, Benjamin Seik a combattu pour la ceinture en poids lourd pour 4 000 plus 4 000. Le même salaire que Slim Trabeski. Benjamin Seik, 4-0, le même palmarès que Slim Trabeski. Il a fait la ceinture. OK? Euh, Chez les filles, Tekena Alexandra, elle a combattu pour 1000 plus 1000 pour le premier combat. Deuxième combat, 2000 plus 2000. Troisième combat, 3000 plus 3000 et c'est le titre. Il n'y a pas de bombe. On n'est pas à l'UFC. On n'a pas les moyens de l'UFC. On offre aux gars la possibilité de prendre un bonus parce qu'ils vont finaliser le combat. Dans le cadre d'Alexandra Tekena, elle a non simplement pris ses 2000 euros de la victoire, mais elle a pris aussi les 10 000 euros du bonus, donc elle se retrouve à 12 000. Mais sinon, avec 1000 plus 1000, on est l'une des organisations qui paie le mieux en Europe.
Le niveau de Tekena, on paye $350 quand on est pour le Cage Warrior, qui est considéré comme l'une des meilleures organisations en Europe. Voilà à peu près le truc. Euh, non, non, je pense que les, pour vous dire honnêtement, je n'en veux même pas à Slim. Je pense simplement que Slim ne comprend pas les règles, que son entourage le rend fou. Je pense qu'il est perdu parce que son entourage lui donne des fausses infos. On lui dit, t'as vu, Fernand, il ne t'aime pas. Il t'a fait un combat à 4 000 alors qu'il y a des gens qui touchent 10 000. Ben, bien sûr. Bien sûr que Abdulagimov, quand il combat pour plus de 10 000, puisqu'au moment où il fait la ceinture, il a 13-1. Bien sûr que Karl Amoussou combat pour plus de 10 000, puisqu'au moment où il fait la ceinture, il a déjà, je sais pas, 35 combats. C'est pas pareil. Donc, dire que tu espères un bonus et enfin, moi, je suis le président d'Ares et je connais la structuration des tarifs. Slim, lui, il est un combattant, il dit une ceinture, c'est 10 000. D'où il sort le chiffre 10 000? Qui lui a dit ça que la ceinture, c'était 10 000? Pourquoi il imagine ça que c'est 10 000? Il a combattu sur le LFL. Demandez-lui les tarifs. Demandez-lui les tarifs. Ça tourne autour de 350 euros, 550 euros. Il a combattu pour 4 000 plus 4 000. Et il a gagné donc 8 000 sur lesquels on devrait soustraire le médical. Ça veut dire IRM, électrocardiogramme, examen, machin. On devrait soustraire ça. Mais non. Slim, le Management Factory lui a payé son médical. Le Management Factory l'a hébergé. J'espère que vous, un jour, ferez une enquête et vous aurez visité cette fameuse maison qui est soit-dit, dont on parle comme étant quelque chose de pas propre. Ben, allez jeter un coup d'œil dessus, allez regarder. Moi, j'aurais aimé être hébergé là. Enfin, je ne sais pas s'il faut que j'aille au Georges V lui louer une chambre, quoi. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'il soit confortable. Ne me parlez même pas du mec qui a fait des sparring. Ça n'a pas de sens. Parce que ça veut dire que quand Abdul vient faire du sparring avec Nassoudine, je dois payer Abdul. Quand Nassoudine va faire du sparring avec Cyril, je dois payer Cyril. Nassoudine, quand Cyril vient aider Ahmed Salamov, je dois payer Cyril. On s'en sort plus. Tous les athlètes du MMA Factory font de sparring pour les autres. Et en faisant le sparring, Slim apprend. On a une queue de personnes qui aimeraient faire le sparring pour des personnes aussi connues. Donc Slim, il a l'exposition parce que pendant qu'il fait les sparring, il y a l'UFC Fight Pass qui vient tourner des vidéos et qui le met en avant. Nous, on profite pour le mettre en avant. Il profite pour apprendre le haut niveau parce que tu peux dire ce que tu veux. C'est un tueur en lutte, mais ça lui fait du bien d'apprendre la stratégie, la manière de fonctionner les athlètes de haut niveau. Donc, on a un mec qui s'appelle Kokan, qui est classé 9e chez les poids lourds au Bellator, qui vient, il supplie de venir faire l'Espagne avec Cyril. On veut le pays, il dit non, moi ça m'arrange, moi. Je combats au même moment, ça m'aide en fait de faire de sparring. Et vous avez un mec qui est un factorien et vous dites en fait qu'on devrait le payer parce qu'il a fait du sparring, ça n'a pas de sens. Non, et puis même Non, au-delà de ça, je voulais dire sur votre relation au global avec Slim, je pense que donc il était parti la première fois, tu l'as repris. Je pense qu'au niveau personnel, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était brisé, mais au niveau professionnel, toi, je pense que tu voyais, et puis même aujourd'hui, tu vois de belles choses aujourd'hui potentiellement, et tu disais on allait avoir une bonne relation de travail. absolument. Mes messages que j'ai, mes screenshots que je vous envoie le prouvent dans le langage que j'ai et je suis extrêmement pédagogue avec lui. J'ai tous des éléments qui pourraient me pousser à perdre mon sang-froid et m'énerver, mais je reste très pédagogue avec lui. Je lui explique. Il me dit, tu me dis tout ce que tu veux, je vais faire ce que tu veux, je vais appliquer ce que tu veux pour qu'on soit bien. Je lui dis tout ce que je veux, c'est qu'il y ait une belle entente. Je lui explique ce que je dis. Je lui dis, sois pas dur avec tes amis et tes collaborateurs. Chacun d'entre eux, quand tu tournes le dos, dis combien de fois il t'a fait du bien et combien de fois tu es ingrat et tu ne reconnais pas ce qu'il a fait pour toi. Ce que je te dis, c'est sois patient. Par exemple,
Quand une fois je postais des vidéos de Cyril en train de faire du sparring, non, non, Alan Bodo en train de faire du sparring avec Francis et avec Cyril, et il me dit, mais pourquoi vous me détestez, moi? Je dis, pourquoi? Il me dit, bah, à chaque fois vous postez des vidéos des autres et tout qui font des sparring avec, et moi, non. Je lui dis, non, c'est une stratégie, c'est fait exprès. Il me dit, comment ça? Je lui dis, Alan Boudou, il est sur la porte de l'entrée. Au moment où il va entrer, quand je sens que j'ai une touche avec l'UFC, à ce moment, je postais des vidéos et j'envoie ces mêmes vidéos au matchmaker pour lui expliquer qu'il y a une comparaison. Je postais des vidéos avec des personnes qui connaissent déjà. Donc, moi, j'ai un stock de vidéos de toi qui vont être postées où on te verra faire du sparring avec Cyril, on te verra faire du sparring avec Francis, et où tu seras bien mis en avant sur les vidéos parce que c'est comme ça que je réussis à vous faire entrer. Mais il est tourmenté. Enfin, je prends le temps d'être vraiment pédagogue parce que je me dis il a un gros potentiel. Je n'ai aucun doute que Slim va signer à l'UFC et je n'ai aucun doute que Slim va être l'un des meilleurs combattants à l'UFC. C'est une certitude. Encore faut-il que son relationnel avec l'humain qui le contrôle parce que ça va lui causer, ça va vraiment lui jouer des sales tours. Il est très, très mal entouré, mais très, très mal entouré. Et il n'a pas l'intelligence de faire la part des choses et de se dire, et voilà, c'est compliqué pour lui. Sincèrement, je ne lui en veux pas. Je comprends dans ce qu'il exprime qu'il y a une méconnaissance totale de ce qu'on lui doit. J'ai vécu quand il a fait les championnats de France de lutte et de sambo. Ah, il rentrait, il me disait, je suis dégoûté. Le président du club de lutte de Bagnolet, il m'a promis qu'il allait m'aider pour les papiers et il ne l'a toujours pas fait. Didier Dusseux, qui est le président de Bagnolet, que je connais très bien, ah, il ne peut pas être magicien. C'est pas, la préfecture, c'est pas le bureau de son papa, il peut rien faire. Il y a un temps incompressible de certains documents qu'il faut réunir pour pouvoir faire certaines choses. Donc, il est loin de la réalité. Il n'est pas vraiment, il a l'impression que le monde entier lui a vu. Enfin, très rapidement, après les JO, quand il a quitté l'équipe et tout, c'était à peu près la même chose. Encore une fois de plus, c'est quelqu'un qui a des compétences, des qualités physiques et techniques impressionnantes. Je pense qu'il va arriver, mais je pense que ça va être compliqué pour lui le relationnel parce que s'engager avec un nouveau manager quand tu n'as pas dit au revoir au précédent, il a fait 3 fois successivement et c'est compliqué. Gauguin, qui est son manager en Belgique, moi je suis son manager ici et Ali est son manager aux États-Unis. C'est un peu complexe à faire. Donc tu peux continuer à t'apitoyer sur ton sort et dire que tu es un sans-papier, mais ça ne va pas aider la cause. Ça ne va pas, ça ne te soustrait pas de tes obligations de respect, de moralité. Enfin, respecte juste le contrat que tu as signé. Si tu ne le respectes pas, ça va être compliqué. Et j'ai deux dernières questions sur ce sujet, ensuite on pourra enfin avancer Fernand. C'est d'une part donc concernant voilà le fameux logement. Donc il y a eu deux questions, il y a eu il y a quelque chose, enfin moi sur lequel je suis assez au courant, c'est que tu as mis en place une espèce de maison des combattants, donc pour les combattants étrangers. Donc là, de toute façon, on va envoyer quelqu'un sur place pour voir ou pas hein, l'état de la maison et voir si c'est insalubre ou pas. Il viendra incognito, donc vous allez être mis au courant avec une super banquette. Et il y a aussi cette histoire, apparemment, où il aurait dormi dans une cave, Slim. Je vous ai fait parvenir, non, je dis je vous ai, non, c'est pas vous. J'allais dire aux médias. J'ai fait parvenir une capture d'écran, je vais vous l'envoyer, de Slim qui m'envoie un message en me disant, coach, c'est compliqué pour moi, je suis à la rue, est-ce que je peux dormir à la salle? Et donc, je lui dis, je ne réponds pas, je bloque d'ailleurs sur la capture de contrôle. Et ensuite, il met des points d'interrogation. Et je réponds, lui, Slim, il n'y a pas le choix, vas-y. Et il me dit merci. C'est cet exercice que je fais là, j'avais décidé de ne plus le faire. Je l'ai regretté d'avoir fait ça parce que
Ça n'apporte rien de pouvoir dire du mal des personnes, de pouvoir, ça me saoule en fait, de pouvoir parler de Slim en négatif, parce il y a des bonnes choses en lui et que ça me gave en fait. Mais est-ce que tu penses que des Mais épisodes comme ça peut te changer, toi, dans ta manière de fonctionner ou pas? oui, ça me change et c'est dommage. Et encore, c'est dommage. Je, je, je- Jusqu'à l'épisode de Francis, je faisais pas de contrat. Je n'avais pas de contrat dans ma salle. C'était des arrangements verbaux, des gentlemen agreements avec tout le monde. Je n'avais pas de contrat. Et ça te modifie. Et ça te change de pouvoir faire ça. Alors qu'aujourd'hui, quand tu sais que tu t'es déplacé de chez toi le dimanche et que tu as laissé tes gosses pour aller voir un gars à la salle et lui apporter des vivres et lui apporter de quoi survivre et t'apitoyer sur son sort, lui apporter des vêtements chauds, de bonne marque, des trucs bien, et que cette personne-là dit, oh, j'ai trop galéré avec lui, il m'a laissé dormir dans une cave. Bon, je comprends, il m'a averti, hein, il m'a dit, si tu ne me libères pas, je vais te pourrir la vie. Voilà. Mais, ça touche l'homme dans le sens où c'est quelque chose qui peut devenir grave. Faire dormir quelqu'un dans une cave, c'est avilissant. Ça peut être quelque chose où ça te fait penser à un mec qu'on a enchaîné sur un radiateur et qu'on bloque dans une cave et qu'on garde là et qu'on fait sortir que pour faire des sparring et on le fout là-dedans. Alors qu'on est en présence quelqu'un qui demande, s'il te plaît, est-ce que je peux aller dormir? Et tu lui dis, bon, la salle, c'est pas fait pour dormir, c'est pas un hébergement. Mais comme tu es dehors, je vais pas te laisser dans le froid. Je vais te donner l'occasion d'aller. Voilà. C'est pas le premier, mais ce sera peut-être le dernier. Parce que je ne peux pas continuer à prendre des risques comme ça qui peuvent se retourner contre toi. Il y a beaucoup de gens là qui commentent et qui disent, ah, il aurait pu l'aider, quoi. Il peut bien lui prendre un petit studio. Est-ce que vous voulez venir me rendre un service? Enfin, non, mais tu rigoles, mais non, mais c'est un sketch. Venez me rendre service, venez l'aider. Moi, je connais, moi, j'ai une soixantaine de personnes dans des situations très précaires. Soit parce qu'elles viennent de loin et qu'elles sont pauvres. J'ai des gars qui viennent de Lille, j'ai des gars qui viennent, j'ai l'Argentin qui vient de l'Argentine et qui vient combattre en France. Et lui, c'est hors de prix les locations en France. Lui, il a son petit studio dans la maison, il est bien. Il se retrouve très bien. Il y a pas mal de personnes, il y a une tonne de personnes qui viennent de partout dans le monde, même de la France. J'ai les frères euh, Youssounov qui viennent de Tours et qui viennent passer la semaine sur place et rentrent le week-end. C'est une aubaine pour eux. Eux, pour eux, ils sont dégoûtés d'avoir quelqu'un qui a été hébergé gratuitement chez eux et qui va insulter le lieu où ils dorment. C'est inconscient de faire ça parce que cette précarité qu'il a connue, il est en train de brûler un pont parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière lui qui ont cette précarité. Moi, ce que j'ai dit à Ali, quand j'ai demandé à Ali, mais pourquoi tu insistes tant? Pourquoi? Je comprends pas. Tu m'avoues que Slim t'a menti qu'il n'avait pas de contrat. Tu m'avoues qu'il a tort. Tu t'excuses pour lui, mais tu insistes de l'aider. Tu insistes de vouloir l'aider absolument. Je te demande pourquoi. Il me dit, bah, tu vois, c'est un pauvre gars, j'ai vraiment envie de l'aider. Je dis, OK. Est-ce que tu veux que je te donne la liste des pauvres gars du m'a facturé? Des Tunisiens, j'en ai une douzaine à la salle là tout de suite, qui sont dans des situations très compliquées, y compris même des jeunes qui sont en fin d'adolescence, quoi, et qui, leurs parents les amènent, ils traînent là, tu vois, qu'ils sont en galère. Moi, je prends soin d'eux. Est-ce que tu veux bien les aider? Oui, non, mais non, Slim, bon, lui, c'est lui que ça concerne. Non, c'est pas que ça le concerne. C'est que Slim, tu as des nouvelles de Slim. Tu as vu qu'on l'a monté, tu as vu qu'on lui a fait faire une ceinture et tu sens que ça va payer. Mais je te dis, si tu es vraiment dans l'amour et le partage, fais comme moi je fais.
moi, je les ai là. J'ai des Fabrice, des Xavier, j'en ai une tonne, en fait, qui sont là et que tous les jours, je vais voir et des fois, ils me disent, grand frère, là, c'est chaud, machin, et puis on gère la vie au quotidien ensemble. Tu étais où pendant 4 ans? Tu découvres que tu le connais depuis 1 an et demi. Il galère parce que quand je parle avec Ali, il me dit, je le connais, je parle avec lui depuis 1 an et demi. Je dis, magnifique. Et depuis 1 an et demi, pourquoi tu le laisses revenir vers chez moi? Pourquoi tu te mets en danger en le ramenant dans la maison où il a été malheureux, où il a été triste, où il a été malmené? Tu le laisses venir demander des excuses pour signer un contrat. Tu vois pas qu'il y a de l'incohérence dans tout ça? Donc oui, ça modifie l'être humain. C'est très difficile de... Les gens ne s'en rendent pas compte vraiment. Les gens, des fois, ils vont l'ouvrir, commenter, mais ils ne s'en rendent pas compte. Si tu demandes à l'une de ces personnes d'inviter quelqu'un chez lui, juste de l'inviter, tu vas voir qu'ils vont parler chinois, ils vont bégayer. Mais je l'ai fait. J'ai un jeune là, Junior 40 ans, un Suédois, venu de la Gambie, qui était un poids lourd, qui a fait 2 beaux combats, un gros combat au Kejoayo, un KO en 10 secondes. Ensuite, c'était l'un des poids lourds qui avait vraiment un avenir chez nous. Et finalement, je l'ai signé en co-management avec Grand Ball, au Kejoayo. Et ça s'est mal passé. Il a perdu 2 combats. Il a disparu des radars. Il y a une semaine, il m'a écrit, salut coach, est-ce que je peux venir au MMA Factory? Est-ce que machin? J'ai dit, tu te rends compte que tu avais signé un contrat avec moi. Pour te donner la chance d'aller à l'UFC, je t'ai fait signer avec Grand Ball pour partager à 50% tes revenus, tes 10% que tu me donnais. Et tu as sympathisé avec Grand Ball et tu m'as tourné le dos et tu ne répondais plus à mes messages. Ensuite, tu as perdu des combats. Ensuite, tu as disparu et tu me réécris pour revenir. Aussi, aussi sympa que tu puisses être, ces expériences te transforment petit à petit. Mais je continue à croire en l'humanité, mais ces expériences te transforment. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais quand il faut être là, au front, pour tenir la main à ces personnes-là qui sont juniors, 40 ans, je l'ai hébergé chez moi. C'est pas hébergé à la salle. À un moment donné, je l'ai hébergé chez moi. Et puis bon, voilà, ça s'est mal terminé. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'émotionnel qu'on engage, il y a beaucoup de temps qu'on met. On met en danger sa famille, on met en péril les relations qu'on a avec la famille et souvent pour rien. Donc, j'espère que je ne serai pas changé complètement et que je vais continuer à croire à l'humanité. Euh, je le ressens tous les jours. Ces jours-ci, quand je vais à la salle, je vois tous ces jeunes-là qui sont là à me dire, nous, on est reconnaissants, on sait ce que tu fais. C'est incroyable. On t'a vu souffrir ici entre les mains de Slim. On t'a vu au pas d'ours au PAO galérer avec Slim. Je ne sais pas si je pourrais retrouver les images de ces entraînements pour les envoyer, mais en tout cas, vous allez voir que c'est pas facile de se sacrifier d'entraîner des poids lourds comme ça et que au bout du compte, ils disent, il ne m'a pas entraîné, il est allé en vacances. Parce que dans l'année, tu as 10 jours de vacances et que quand j'organise mes vacances, j'organise une cellule où je lui mets mon bras droit direct, Benjamin Safati, Damien Lapulus comme coach, dans le coin. Et je lui mets un préparateur physique, je lui mets tout ce qu'il faut, je lui mets un ASDIN pour les soins, la kiné, thérapie, tout ça gratuitement. Et le mec, il réussit à dire, tu es un menteur. Tu m'as dit que si je viens à Paris, tu vas m'entraîner et tu es parti en vacances. Il le met de dire, je l'ai entraîné déjà pendant 2 semaines avant de partir en vacances. Et qu'au moment où je suis parti en vacances, j'ai fait ce que j'ai fait pour Taylor Lapillus, pour Nassoudine Imavov, pour William Gomis, pour Cyril Gann. Je leur ai laissé des cellules
j'ai organisé des cellules pour qu'ils puissent s'entraîner entre-temps. Tous les autres m'ont souhaité de bonnes vacances, m'ont souhaité de dormir, de me reposer. Slim était fâché parce que j'étais en vacances. Hmm. Non, mais oui, et globalement, sur le monde du management en MMA, est-ce que c'est la jungle ou est-ce que c'est quelque chose, tu vois, par des petits épisodes ici et là, comme celui qui arrive Il y a, aujourd'hui, c'est calme? c'est la jungle, c'est la jungle. C'est vraiment la jungle. C'est juste qu'il y a des managements qui sont exposés ou pas. À l'occasion, si vous interviewez mon collègue Guillaume Pelletier, il vous le dira. Il a eu des déboires avec Ali Abdelaziz aussi. Et donc, il m'a appelé, il m'a envoyé un message en soutien en me disant, je suis à fond avec toi. J'ai eu des galères avec lui. Je me suis fait pourrir. Je me suis fait déchirer avec lui, mais personne ne l'a jamais su. Euh, il y a eu, j'ai eu beaucoup de soutien de d'autres managers français. J'ai eu énormément de soutien des managers européens. Vraiment, c'était quasi, enfin, énormément de soutien. C'est un peu, on a ces problèmes-là. Les managers, c'est pas, enfin, bah, c'est simple. Dans le post qu'a fait Ali, vous allez en dessous du post et vous lisez les commentaires. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dire, oui, toi, tu as le toupet de dire ça alors que tu m'as piqué un élève et tu as fait ceci. Ça existe, ça. Il y a beaucoup de guerres et tout. Bah, vous le voyez d'ailleurs, il y a certains qui vont dire, oui, mais c'est la même chose. Lui, il a piqué William Gomis et il vient se plaindre. Non, c'est pas pareil. Non. William Gomis, il est bel et bien sous le Management Factory. Il a signé sur le Management Factory en garantissant qu'il n'était sous aucun autre management. Il était libre. Et donc, oui, normalement, ça ne pose pas de problème. C'est légitime de l'avoir. Par contre, improviser de prendre un gars à quelques jours de son affectation à l'UFC, c'est pas la même chose, surtout quand vous n'avez pas le contrat signé. Bien, je pense qu'on a fait le tour sur cette question. Enfin, bah voilà, enfin terminé. Fernand, on va poursuivre avec quelque chose un petit peu plus d'actualité, mais qui est pas plus joyeux. C'est la retraite de José Aldo, sans transition. Et je voulais avoir ton avis sur cette retraite. Est-ce que toi, t'es en mode, bon, bah là, il était temps, ou est-ce que t'aurais peut-être poussé un tout petit peu plus pour José Aldo? Non, faut pas pousser. Il y a un athlète dont je vais taire le nom qui m'a posé la question hier. Est-ce que tu sais à quel âge je dois prendre la retraite? Je lui ai dit non, il n'y a pas d'âge. Il faut prendre la retraite à partir du moment où tu ne prends plus du plaisir. Si José Aldo a été déçu de sa dernière victoire et qui ne prend plus du plaisir, je comprends qu'ils disent j'en ai assez, je m'arrête. Ok, d'accord. Waouh. Parce que bon, là il arrête le MMA, mais il va peut-être explorer d'autres choses comme la boxe, tout ça. Il fait ce qu'il veut, mais encore une fois de plus, je ne peux pas juger ça. Moi, c'est un athlète que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié. Même s'il continue à me faire des prestations comme il a fait la dernière fois, moi, j'aurais toujours apprécié. Je trouve que c'est bien. Je l'ai trouvé, pour son âge, il est encore frais. Maintenant, moi, je pense que la fin, c'est quand tu n'apprends plus du plaisir. Comme je disais tout à l'heure, le jour où tu décides de teindre les lumières, tu les éteins, tu recules, il y a personne qui va te dire quoi que ce soit à partir du moment où tu ne prends plus du plaisir. La clé, c'est le plaisir. Il faut prendre le plaisir sur ce qu'on fait. Est-ce que tu penses que concernant José Aldo et même les légendes au global, moi c'est un truc j'ai l'impression en tout cas pour le MMA que on a vraiment plus que dans d'autres sports cette culture de l'instant et qu'à partir du moment où les gars commencent à perdre un petit peu, on enlève très rapidement leur statut de légende. Non. Encore une fois de plus, là, il ne s'agit pas de nous ou de il reste une légende. Qui peut oser dire que José Aldo n'est plus une légende? Non, je pense simplement que le mec ne le sent plus. Faut pas chercher les médias à 14 heures. Enfin, il ne sent plus. Peut-être il va ressentir ça dans quelques temps, mais là, il est vidé, quoi. Il n'a plus envie. Ce mec a une très, très longue carrière. Il n'a plus envie, c'est tout. Et toi tu le considères comme le plus grand featherweight all time ou pas? Absolument.
Ok. J'ai du mal à voir quelqu'un qui, dans le all-time, j'ai du mal à voir quelqu'un qui viendrait le déplacer. Et dernière question concernant José Aldo, est-ce que toi, il y en a beaucoup qui pour eux, enfin notamment je crois c'est Ariel Elwani, qui a expliqué, donc plus grand journaliste et même au monde, qui a expliqué que pour lui, le plus grand accomplissement de José Aldo, c'est de pas s'être laissé abattre après la défaite face à Conor McGregor. Est-ce que pour toi, c'est ça que tu retiens aussi de lui? Ouais, c'était très dur. C'était très, très, très difficile. Parce que le problème avec Conor avait pris des ampleurs où il y avait de la haine profonde. Conor avait dit des choses terribles sur le Brésil, sur José Aldo. Et donc, c'était un combat à pas perdre, c'était un combat chaud. Et quand tu te relèves de ça, ça fait mal. T'as déjà été dans un truc comme ça, toi, Fernand? Avec un, enfin, tu sais, soit un de tes gars, ou, enfin, qui était soit le trash talker, ou un mec qui essayait vraiment de rentrer dans un de tes combattants, et comment t'as fait pour essayer de maintenir quelque chose? Il faut s'y préparer, c'est tout. Mais ça t'est arrivé ou pas? Alors, Oui, le combat à pas perdre, c'était le combat Cyril Francis. ça, ouais, ok. C'était un combat important. Mais au final, tu te prépares si tu ne te prépares pas, tu vas te faire mal. Tu te prépares en te disant, je crois à mon gars, c'est sûr, mais il y a une possibilité qu'il perde. Et si tu perds, il faut que tu lèves la tête, que tu ailles saluer le coach et que tu lui dises bravo et que tu passes à autre chose. C'est très difficile. Ce que tu as fait d'ailleurs, et puis d'ailleurs, les images ont été captées de toi qui a salué Francis lors de l'UFC Paris. Bon, je l'avais déjà salué directement dans la cage à la fin du combat. Aussi, ouais, Aussi, complètement. hein. Donc, non, c'est très difficile, mais il faut prendre les choses en main. Il faut pas être voilà, il faut pas être avec des honneurs. Il faut accepter que tu as été battu et puis voilà. Oh, Mais c'est très difficile et José Aldo avait tout le poids de son peuple sur les épaules. C'était très difficile et remonter de ça et revenir combattre et réussir à mettre des pressions à des petits jeunes, il est fort. Il est très fort. Vraiment, c'est pas facile de se relever, de faire face à la réalité et se dire j'ai perdu. Il était meilleur. C'est difficile. complètement. Et puis même, enfin, moi je tiens à ajouter pour boucler la boucle pour José Aldo, c'est vrai que quand il est descendu chez les Bantam, la pesée, la première fois où il y a eu la pesée, j'étais en mode, C'est- C'était difficile. c'est pas possible, le mec physiquement il va craquer, alors qu'en fait, non, hein, il a fait un beau run chez les Bantamweight. Ouais, absolument. Donc voilà, Fernand, on a bouclé la boucle de ce King Energy extrêmement attendu. La semaine prochaine, rassurez-vous, on se retrouve avec quelque chose. Normalement, hein, normalement, parce qu'on n'est pas à l'abri, avec... avec un programme normal, des questions, les actus du moment. Et puis, bah, merci à tous. Ouais, C'est ce que vas-y. je dis à tout le monde encore une fois de plus. Quand vous choisissez votre métier, choisissez avec ce qui va avec. Moi, je choisis pas un métier pour faire le figurant. J'ai envie d'aller complètement jusqu'au bout. J'ai envie d'être le meilleur dans ce que je fais. Et si tu as envie d'être le meilleur, tu vas t'attirer des ennuis. Et bon, voilà, on vit avec, on avance avec, on s'adapte. Après, j'ai l'impression que, toute proportion gardée, hein, même si tu vois ce qui s'est passé avec Slim, c'est quelque chose... Enfin, j'ai l'impression que toi, t'aimes bien ce genre de situation. Enfin, en tout cas, enfin, c'est pas que t'aimes bien ce genre de situation, mais tu te dis, bon, là, on m'embête un petit peu, ça va être l'occasion de montrer que je suis... Alors qu'il y a d'autres gars, ils sont en mode, bon, clairement, laissez-moi tranquille, je vais faire la marmotte pendant 2 semaines et attendre que ça passe. Non, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est vivant, tu vois. Et puis, du moment où tu es toujours dans l'authenticité, il va rien t'arriver. Il y aura toujours des sous-entendus, il y aura toujours des machins, il y aura toujours enfin, voilà quoi. Il y aura toujours des trucs. On va aller chercher à l'école primaire. Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que voilà. Mais du moment où tu es là, sur le présent, et que tu es droit dans les bottes, et que tu respectes la loi dessus, et que tu es carré dessus, il va rien t'arriver. Tu fais les choses bien et t'avances. Et puis voilà, encore une fois de plus, je suis persuadé que les haters, ça paye. Alright, bien. À la semaine prochaine. Merci le King. La majorité silencieuse, on est ensemble.